Bonjour à tous, c'est moi qui vous remercie d'abord en tant qu'organisateur de m'avoir proposé de venir faire l'accueil de ce 18e symposium. C'est toujours chaleureux de venir dans la région de Charleroi, c'est pas Bruxelles, Charleroi, ça c'est certain. On va y arriver. Non, non, il n'est pas. Je crois qu'il n'est pas allumé. Voilà. Ça fonctionne. Tout la régie. Voilà. C'est allumé. Je vais voir. On ne voit pas grand monde. Ah, voilà. Voilà. Donc, je suis Catherine Van Pache-Sorbeek et j'ai partagé la vie de Christian Bastin pendant 33 ans. Je ne dois pas vous apprendre qu'il était initialement orthopédiste. Et puis, le côté un peu mercantile de la profession, telle qu'elle était présentée par les premiers collègues qu'il a eus, l'ont un peu détourné de cette première idée et il s'est orienté vers la médecine d'urgence où, évidemment, le rapport à l'argent est tout à fait différent, évidemment. Et donc, il a fait toute sa carrière dans la médecine d'urgence et un jour, avec quelques complices, les docteurs Glorieux, Sotio, Lévy et avec monsieur Marinelli, ils ont décidé de lancer un symposium de médecine d'urgence à Charleroi. Le 12 octobre 2001, ils étaient prêts, la salle était prête et des organisateurs attendaient avec impatience les participants qui furent nombreux, très nombreux, et très contents de la qualité des exposés qui avaient été faits à cette occasion-là. Ce fut donc une réussite grâce à toute l'équipe présente en arrière de cet événement. Et ça les a conduits à faire un deuxième, un troisième, un quatrième. Ici, c'est le 5e symposium qui est présenté juste là, avec chaque fois cette équipe extraordinaire qui leur permettait d'avoir une organisation parfaite. Alors aujourd'hui, donc, c'est le 18e symposium de médecine d'urgence. Comme vous l'avez entendu, Christian étant décédé, il ne sera pas là cette fois-ci. Et on m'a demandé d'évoquer un petit peu certains autres côtés de sa vie, les côtés non professionnels. Alors, évoquer la vie de Christian est agréable parce que c'est un homme qui aimait surtout vivre. Peut-être que c'est général aux médecins et encore plus particulier aux urgentistes. Quand on frôle la mort régulièrement, il aimait boire un coup, il aimait cuisiner, il aimait manger, mais toujours pour sa famille, pour ses enfants, pour ses amis. La musique était une partie très importante de sa vie. Il en avait besoin au quotidien. En permanence, il écoutait de la musique. En permanence, il essayait de découvrir de nouveaux artistes. Il faisait partager et puis il jouait ses morceaux préférés avec tous ses amis musiciens. Les relations humaines, les gens l'intéressaient énormément, d'où qu'ils viennent, quoi qu'ils fassent, surtout s'ils avaient quelque chose dans le ventre. Et il avait une oreille particulière pour écouter tous les ans. La famille dont il était extrêmement fier. C'était vraiment quelque chose qu'il avait bâti avec passion, puisque lui en avait manqué. Et voici son fils, Gilles, sa fille, Oriane, et la cadette, Colline, à qui il n'a pas rendu la vie facile, tout en souhaitant être un père parfait. Et puis il y a eu l'aventure Mégane. Pendant quelque temps, elle a partagé la vie familiale et c'est lui qui avait été à l'initiative du projet. Alors, il nous a quittés en janvier passé.
mais c'est facile de le retrouver parce que dès qu'il y a de la vie, du rire, dès qu'il y a de la musique, dès qu'il y a de l'amitié, et évidemment en présence de ses enfants, on peut le retrouver. Et puis, évidemment, dès qu'on voit quelque chose qui rappelle la médecine d'urgence, on ne peut pas ne pas penser à lui. C'était toute sa vie. Voilà, il n'aurait jamais pu faire autre chose comme métier quand il n'a plus été capable de travailler aux urgences. Imaginer un autre métier était quelque chose d'impossible pour lui. Alors, je vais vous livrer quand même une réflexion d'une gynécologue qui a partagé la vie d'un urgentiste. Évidemment, les relations entre les spécialités et le service des urgences est un peu particulière parce que chaque fois qu'on est appelé par les urgences, on est dérangé, évidemment. On n'attendait pas l'appel assis sur une chaise, on avait ses propres activités, et donc les réponses qu'on vous donne généralement, oui, mais vous êtes sûr que c'est gynécologique? Ben oui. Et vous êtes sûr que c'est urgent? Ben oui. Alors du coup, il faut y aller, et en général, on essaie encore de voir s'il n'y a pas quelqu'un d'autre qui peut aller à notre place jusqu'aux urgences pour répondre à l'appel du service. Mais quand on y réfléchit un petit peu, c'est vrai que même si elle est dense et bien remplie, la vie des gynécologues hospitaliers est pour finir relativement confortable. On est dans notre hôpital, dans nos cabinets de consultation, et quand on apprend, et quand on vit, et quand on se raconte, et quand on s'échange les nouvelles à la fin de la journée, on comprend qu'il y a quelque chose d'un tout petit peu moins confortable dans la médecine d'urgence. On est dehors, dans la pluie, dans la nuit, il fait froid, on est assis par terre pour réanimer un patient. Et puis, les circonstances sont certainement beaucoup plus difficiles que les circonstances que l'on peut avoir dans nos consultations de gynécologie. Et du coup, vient certainement la réflexion, comment faire pour essayer de soulager un peu les services d'urgence de nos petits cas gynécologiques, ou comment chaque service, et en particulier le service de gynécologie qui me concerne, peut elle-même gérer ses propres petites urgences. Et alors, je me suis un peu renseignée, on a un peu cherché, et il y a deux concepts que j'ai trouvé, le concept de EPU, Early Pregnancy Unit. C'est un concept anglo-saxon qui est en vigueur depuis quelques années de l'autre côté de la Manche. Il s'adresse aux patientes enceintes de moins de 3 mois qui ont des douleurs ou des saignements. Et c'est une unité de lieu et de temps où on va, dans la même consultation, proposer une consultation, une échographie, des dosages, une écoute et une prise en charge. C'est une équipe dédicacée. Et ce sont des consultations qui sont ouvertes tous les jours ouvrables. Chez nous, on le fait toutes les après-midi, avec une inscription possible la veille, le matin ou l'après-midi même. Et donc, ça permet de décharger les urgences de toute une partie de petites urgences qui vont souvent traîner longtemps parce qu'elles ne sont certainement pas prioritaires. L'autre concept, c'est la bleeding clinic. C'est un peu le même système, mais pour les femmes non enceintes qui ont des ménométroragies. Et c'est aussi un endroit unique. On va offrir dans le même temps consultation, échographie, hystéroscopie, biopsie et prise en charge avec des gens, une équipe dédicacée. Et ce sont des consultations qui ont lieu plusieurs fois par semaine avec un délai de rendez-vous de 1 ou 2 jours. Et donc, moi, j'ai développé ça dans ma structure. Et j'essaye de faire des contaminés. Et donc, il y a toute une série d'autres services de gynécologie de Bruxelles qui sont en train d'aussi développer ça. Et je pense que c'est avec ce genre d'initiative qu'on peut améliorer encore la collaboration qu'on peut avoir entre le service des urgences et les spécialités. Et c'est un sujet qui me tient particulièrement à cœur pour avoir partagé pendant 33 ans la vie d'un urgentiste. Voilà, je pense que c'est le moment de passer au vrai sujet des urgences extrêmes pour ce 18e symposium. Je vous remercie. Merci. Alors,
Merci beaucoup. Je pense que ce qu'on retient évidemment, c'est d'une part la richesse d'un homme qui n'aimait pas que la médecine d'urgence en tant que telle, mais surtout aussi le message ici de son épouse qui ouvre aussi la réflexion sur le fait que nous devons rester toujours à l'écoute des relations avec les autres spécialités, d'un côté comme de l'autre, pour que finalement, au bout du compte, les relations soient plus fluides, les prises en charge plus efficaces. Et on a des projets pour continuer à développer ça. Et vraiment, merci d'avoir été là. Merci beaucoup. Avec plaisir.